traitement, puis il y a des gens qui ne veulent pas être impliqués. Moi, je me rappelle, mon père me disait toujours, moi, je veux rien savoir. Moi, je veux rien savoir. Il connaît sa job, qu'il la fasse, puis après ça, moi, ça va bien aller. La plupart des gens aiment en savoir une bonne partie, puis il y en a d'autres qui veulent en savoir plus. Il y a des gens, il y a quelqu'un dans la salle, entre autres, un bonhomme à l'université qui a présenté sur le traitement qu'il a eu sur sa maladie. Et dans ses cours, il a trouvé une façon d'expliquer qu'est-ce que la greffe haploïdentique. Donc, ce qui était assez exceptionnel. Et non seulement ça, mais des fois, il y a certains traitements qui sont expérimentaux. Des fois, on est rendu là. Je pense que ce n'est pas la majorité des cas, mais il y a certaines situations où on est vraiment au bout de ce que la médecine moderne connaît. Et ce qu'on va plus loin, bien, il y a un élément d'inconnu qui est plus élevé que dans la médecine conventionnelle. Et par exemple, ici, on a donné fait de ce qu'on appelle de l'immunothérapie. Donc, on a donné des globules blancs du système des globules qui forment le système immunitaire du donneur au patient qui avait rejeté après une greffe de moelle. On lui a donné des cellules de son donneur pour combattre sa leucémie. Et je suis même allé jusqu'à discuter du nombre de cellules qu'on va donner au patient selon le risque de développer ou non une maladie du greffon contre l'autre, qui est la complication. On fait combattre la leucémie, mais il faut aussi que les cellules peuvent aussi attaquer le patient et tuer le patient. Alors, la complication est tellement grave que dans cette situation-là, je pense que c'est important que le patient sache qu'on peut lui donner des cellules, mais il peut en mourir. Mais d'autre part, si on ne fait rien, il va aussi mourir. Donc, il faut un traitement, puis il faut décider combien on donne de cellules. Bien, je me rappelle encore d'avoir discuté avec Éric, pour ne pas le nommer, de combien on donne de cellules aujourd'hui. Et puis, écoutez, Éric il est avec nous. Alors, combien de cellules qu'on t'a donné? Mais là, on voit que tu es là, alors ça veut dire que ça a marché. Bravo. c'est ça. Puis je me rappelle encore, on a discuté à chaque fois jusqu'à temps. Là, je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois, là. Puis là, là, c'est ta dernière chance. Et là, il dit, ben, je vous laisse prendre la décision. Et puis, mais je savais où il s'enlignait. Il se connaissait très bien les risques et les bénéfices. Et jusque-là, il avait participé aux décisions. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et je vais vous avouer même que c'est rassurant pour le médecin parce que ça vous dégage d'une certaine partie de responsabilité. Le but, c'est pas de se dégager. Le but, c'est de rentrer chez soi et de ne pas se réveiller la nuit en se disant est-ce que j'ai donné les bonnes doses ou pas. Je vais vous avouer qu'on le fait pareil, même s'il nous dit oui, c'est correct. Là, on y pense quand même. Puis je me rappelle d'en avoir discuté avec mes collègues jusqu'à la dernière minute à la cafétéria avec les gens avec qui je mangeais quand la clinique suivante. Mais, et même ça a aidé à moduler le traitement. Mais il est clair que le bottom line, là, la conclusion, c'est que l'implication du patient pour savoir, puis de participer, puis de nous dire ce qui se passe, c'est clair que pour moi, ça a un impact. Monsieur Dumais, est-ce que vous corroborez à la lumière de l'expérience que vous menez actuellement? Oui, complètement. Par contre, je reviendrai sur la question que vous avez posée au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certains patients qui ne veulent pas? Et moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette... Vous savez, quand je suis arrivé à la faculté de médecine, il y a deux grandes questions qui ont été posées, qui étaient posées systématiquement. C'est comment un patient peut se substituer à 10, 14, 15 années de formation médicale, comment il peut se substituer, comment il peut oser penser qu'il peut se substituer à l'expertise médicale. Ça, c'était la première question. Alors que le défi n'était pas celui-là, c'est plus une question de complémentarité et de complémentarité des savoirs qui sont effectivement plus expérientiels chez les patients que des savoirs scientifiques. Puis la deuxième question qu'on me disait, il y a certains patients qui ne veulent pas. Et en bout de ligne, ça paraît un peu absurde parce que quand on regarde les situations qui ont été vécues ici, c'est qu'on parle de l'instinct de survie. Alors, moi, je pense que tous les patients veulent s'impliquer ou veulent se mettre en mouvement. Maintenant, est-ce qu'ils savent comment le faire à un moment donné du processus de soins et avec tous les défis que ça peut comporter? Non, effectivement. Mais c'est là où la responsabilité aussi de nos équipes, des proches, de nous-mêmes, d'être capable de trouver de l'espace pour se mettre en action,
trouver le bon moment. C'est pas, même moi, avec toute l'expérience que j'ai, il y a des moments ça me tente pas, il y a des moments j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de recevoir d'informations, puis il y a des moments je vais plus en vouloir. Alors si dans les moments où je veux moins, on me qualifie de patient non volontaire, puis qu'on me met dans une petite boîte, puis qu'on dit lui il veut pas, bah, c'est fini quoi. Je viens d'être gelé. Donc je pense que c'est important, encore une fois, si on veut aller plus loin dans ce processus d'implication, il faut voir que chaque individu est différent. Chaque individu va avoir une sensibilité différente à différents moments de son processus de soins. Et c'est là où il faut être capable, effectivement, d'arriver à doser quand on peut le faire, puis d'aller chercher les patients, puis les proches aussi, parce qu'on parle beaucoup des patients, mais les proches vivent des situations extrêmement difficiles, et être capable d'aller les chercher au bon moment. Tout un défi. Il y a encore une... Mais ça marche dans beaucoup d'équipes de soins aujourd'hui. C'est pour ça que l'idée, c'est, par exemple, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les équipes chez qui ça fonctionnait. Parce qu'il y en a beaucoup d'équipes de soins qui font ça. Puis c'est pas, ça tient, la responsabilité ne tient pas juste sur le médecin. C'est pour ça que la notion d'équipe interdisciplinaire est essentielle, parce que c'est un passage de relais, l'accompagnement du patient. C'est un psychologue, c'est l'infirmière qui joue un rôle majeur. Donc on ne peut pas juste, même le volet informationnel, ça ne peut pas juste être le médecin en 10 minutes. Faut pas leur redonner toute cette responsabilité-là. Il faut la partager, et c'est comme ça qu'on va être capable de partager les risques. Et le partage du risque est essentiel aussi. Je vais revenir sur ce que disait le docteur Roy. Parce qu'on ne peut pas demander aux médecins de prendre des décisions de vie ou de mort, de prendre cette responsabilité-là sur leurs épaules. Ils le font. Mais ultimement, ça doit être une décision partagée. L'objectif, au moins, doit être celui-là. On se comprend qu'il y a des contextes extrêmement complexes qui fait qu'il y a des décisions à prendre, puis c'est bien comme ça. Mais en bout de ligne, on a une responsabilité en tant que patient, dans la mesure du possible, de s'informer pour pouvoir aider aussi nos équipes médicales à cheminer à travers la prise de décision et qu'on arrive à des décisions concertées. Madame Ricard, qu'en pensez-vous? Elle dit, j'ai fermé mon micro. Ouais, c'est bon. Je suis d'accord avec ce qu'il dit aussi. Si je parle de mon expérience, moi, je suis de celle, comme je vous dis, je me suis présentée en disant « j'ose pas déranger ». Donc, moi, les médecins, ils venaient, les gens souvent posaient des questions, mais j'osais pas, mais j'écoutais beaucoup. C'est comme ça que j'ai pu faire 1 + 1 va donner 2. Je sais exactement qu'est-ce qui s'en vient. Mais comme on dit, il y a vraiment une équipe. Moi, je me rappelle les infirmières, l'équipe des infirmières, tout le monde... fait un travail phénoménal. Puis, comme je vous dis, ça faisait plus de 2 semaines que j'ai été alitée, puis une infirmière était venue un matin, elle dit « Là, tu t'habilles. Aujourd'hui, tu t'habilles, tu ne restes pas en pyjama, en robe de chambre. Et puis, il faut que tu commences à bouger parce que j'étais alitée, comme je vous dis, ça faisait 2 semaines, 1 semaine et plus dans le coma. J'avais perdu au-dessus de 15-20 livres déjà. Puis vous me voyez, je ne suis pas grosse d'avance. Donc, mon conjoint pourra vous le confirmer aussi. On marchait, on m'avait incité aussi à commencer à marcher pour reprendre de la force. Et puis, tout ça, c'est un combat de tous les jours aussi. Mais je veux remercier aussi, même, ça paraît banal, mais vraiment, tout le monde a une importance. Je me rappelle d'un préposé. Il partait tous les jours, il habitait dans l'Est. Le premier de mes traitements a été fait, moi, à l'Hôpital général de Montréal. Il marchait tous les matins, matin et soir. Puis, il était toujours positif. Puis, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Ça peut être aussi, tout bonnement, une personne importante peut être même la personne, la préposée, qui nous amène les repas. Probablement Paul a vécu la même chose. Quand on est en isolement, tout vient fermé, scellé. Et puis, j'appelais, puis on me disait... Ça vous prend votre Ensure ou un supplément? Non, regarde. Mais on voit que vraiment, là, il y a une panoplie de gens. On ne se rend pas compte qu'on est important. Puis, il y a plusieurs personnes, ce n'est pas juste le médecin, mais tout le monde a un rôle à jouer pour notre survie, notre... Alors, si on résume un peu ce que vous avez partagé avec nous, c'est qu'il y a une place pour le patient, l'écoute, le questionnement, la lecture,
et de prendre le temps de bien s'informer de ce qu'il y a comme défi. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent réagir? Madame. Moi, j'ai eu une expérience un peu différente parce que quand on n'est pas opéré, comme moi, j'ai le meilleur type de leucémie qu'on ne peut pas avoir, la leucémie myéloïde chronique qui se contrôle très bien avec le Glivec, sauf pour les effets secondaires, mais ça, on n'en parlera pas. Mais donc, le rapport avec le médecin est très différent parce qu'on n'est pas dans un milieu, on n'est pas hospitalisé, on ne fait pas affaire avec une équipe de soins. En tout cas, moi, je n'ai pas fait affaire avec une équipe de soins. J'avais mon oncologue à qui je posais mes questions et que je questionnais beaucoup parce que c'était un vieil oncologue, donc il avait peu tendance à répondre. Il n'aimait pas ça, les questions. Il disait oui, 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 non, 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 puis ça finissait là. Mais, donc, ça, je pense que c'est un cas très particulier quand on n'est pas hospitalisé puis qu'on n'a pas affaire à une équipe de soins. On est juste face à notre médecin. Ça demeure vraiment aux patients à s'informer, à poser des questions, à parler avec des gens qui ont le même type de maladie. Mais le médecin, surtout si c'est un vieux médecin, n'aura pas tendance à stimuler les questions. Même un jeune, oui. n'aura pas tendance à stimuler les questions. Et ça, encore là, on est dans un milieu, on est à Montréal, on est dans une grande ville, on est à Québec, on est à Trois-Rivières, mais en région. Quand il n'y a pas d'oncologue, il est là. Quand il n'y a pas de... Il n'y a pas d'équipe non plus, il n'y a pas de centre de cancer. Qu'est-ce qui se passe pour ces patients-là? Ça, c'est une autre question. Si je peux me permettre un petit commentaire. 55% de la population canadienne aujourd'hui, c'est les statistiques qui semblent ressortir du dernier recensement, sont atteints d'une maladie chronique. Donc on se comprend qu'aujourd'hui, une grosse partie des maladies chroniques qui ne vont pas forcément nécessiter une hospitalisation, en tout cas le processus de soins ne va pas se faire en hôpital. Donc ça veut dire qu'une grosse partie du processus de soins aujourd'hui se passe à la maison, se passe à l'extérieur des milieux institutionnels. Donc c'est un énorme défi pour notre système de regarder comment on va faire en sorte que tous ces patients qui sont chez eux, qui assument des responsabilités de soins chez eux, si ce n'est de savoir s'ils prennent bien ou pas leurs médicaments. Vous savez que les taux d'inobservance à peu près, on pense entre 50 à 80% en moyenne des patients qui prennent mal ou qui arrêtent leur médication une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Donc on est dans une problématique assez majeure. Mais ça commence au moment de l'hospitalisation, du niveau d'information que le patient a été capable d'intégrer, de la prise de conscience aussi que le traitement est important et qu'il y a une prise en charge derrière qui va se faire par le patient. Donc il faut préparer le patient à cette phase-là, et c'est un gros défi de notre société moderne. Et donc, le rôle de préparer le patient revient à qui? Alors, moi, je crois que c'est un réseau, c'est-à-dire qu'il y a le rôle quand on est en milieu hospitalier ou en milieu de soins. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, à renforcer à ce moment-là. Après, le rôle des associations, des fondations. Oui. Entre autres, la Société de la leucémie offre Premier Contact qui permet à un membre de la famille ou à un patient d'avoir contact avec quelqu'un qui a la même maladie. Parce qu'on parlait de solitude, M. Balthazar l'a bien nommé. Le patient se retrouve souvent en situation de solitude parce qu'il ne veut pas peiner sa famille, il ne veut pas parler de la mortalité, de la possibilité de mourir. Des fois, on n'ose même pas en parler avec notre conjoint. Alors, la société a ce service-là qui permet de poser des questions qu'on n'oserait jamais poser à quelqu'un qui est proche de nous parce qu'on ne veut pas les attrister, on ne veut pas leur faire de la peine. Donc ça en est un. Puis je pense dans les milieux hospitaliers, il y a des services en psychologie qui sont accessibles, mais il faut aller voir l'infirmière pivot. Puis ça demande encore, de la part du patient, de s'informer et de... Parfois, le service est offert aussi. Et puis, Oui. maintenant, on a des classes d'enseignement. Ça, c'est, en tout cas, s'il y a un rapport de proximité qui s'établit avec votre médecin. Dans le cas de Michel et moi, on les voit aux 3 mois, puis that's all. Je vous invite J'ai une question. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ils ont fait une excellente... Parce qu'ils ont ouvert une bibliothèque pour les patients. Alors, je ne me rappelle plus le terme exact de la... Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont mis ensemble des ouvrages qui sont faits pour les patients et qui est accessible
À partir du moment où on est suivi à Maisonneuve-Rosemont, qui est accessible à n'importe quel moment, moi j'y vais assez régulièrement, et c'est de la bonne littérature, c'est sélectionné puis c'est orienté vers les Sûrement patients. celle de la société également. J'imagine. J'espère. Ah bah, c'est J'espère sûr, parce c'est sûr, qu'ils ont, c'est sûr. ils ont vraiment travaillé fort là-dessus. J'ai une question ici. La personne du panel qui se sent le plus à l'aise d'y répondre. Que fait-on quand on sent que le patient a décidé de plus de cesser de se battre, mais que la famille, elle, veut continuer le combat? Oui. Je pense que la première chose à faire, c'est d'accueillir ce désir-là de cesser de se battre. Et puis d'évaluer s'il est motivé par une pathologie émotionnelle, comme une dépression, un trouble de l'adaptation, on en a parlé tantôt, ou une autre problématique, ou s'il s'enracine dans d'autres choses qu'une souffrance émotionnelle. Ça peut s'enraciner dans une réflexion sereine. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient choisi d'arrêter de se battre alors qu'il y avait des traitements qui étaient proposés. Je pense que la première réaction qui est juste, là, qui doit être visée, c'est vraiment de se dire, est-ce que cette personne-là est aux prises avec une dépression ou un trouble de l'adaptation? Est-ce que c'est fondé dans quoi, ce désir-là d'arrêter de se battre? Mais ultimement... Tu l'attaches, tu la ligotes, puis tu l'amènes voir le psychologue? Il faut l'amener. Hein? Il faut amener le cheval. En fait, il y a l'idée du consentement libre et éclairé. Là. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller voir un psychologue, à moins qu'il soit dangereux pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Donc, on parle à ce moment-là de dangerosité suicidaire ou de dangerosité homicidaire. Là. À ce moment-là, je pense que légalement, on a le droit de forcer quelqu'un à consulter. Ça rend ça très compliqué d'ailleurs, hein, parce que... Oui, mais... oui. Okay. Mais dans un contexte comme celui que vous décrivez, je pense que d'abord, il y a de l'accueil. Hein? Qu'est-ce qui vous emmène? Est-ce que c'est un découragement passager ou est-ce que ça s'inscrit réellement dans une réflexion? Comme je disais tantôt, j'ai rencontré des patients qui avaient décidé d'arrêter certains traitements, qui savaient qu'ils s'en allaient vers un processus de fin de vie et qui avaient pris leur décision avec sérénité. Ce n'était pas fondé sur un stress post-traumatique, sur une dépression, sur un trouble d'adaptation. Alors, à ce moment-là... Il faut travailler avec la famille à ce moment-là. C'est pas la famille qui doit prendre cette décision-là, c'est le patient. Ce qu'on souhaite, c'est que la conversation reste ouverte entre le patient, la famille et l'équipe. J'ai Magali. En fait, pour revenir au sujet qu'on discutait avant, moi, j'avais un commentaire, une question, si vous voulez commenter. Moi, je suis infirmière de formation. Et puis, dans ma pratique, dans les 10 dernières années, ça m'est arrivé tellement souvent que le médecin arrive au chevet du patient, explique le diagnostic et tout. Le médecin s'en va, le patient me regarde et dit « J'ai absolument rien compris ». Parce que souvent, les patients n'ont pas les connaissances médicales, les connaissances pour comprendre la maladie et tout. Fait que moi, je voulais savoir, en fait, quelle est votre vision par rapport à l'éducation du patient? Parce que c'est normal, dans le fond, que c'est pas tout le monde qui a des connaissances médicales. Et puis voilà, donc moi, je pense peut-être que l'éducation du patient devrait se continuer après. J'aimerais savoir si vous connaissez des choses qui sont mises en place, comme vous parliez d'une bibliothèque à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, voilà. Peut-être Oui, docteur. courte réponse. Je ne sais pas si c'est courte, vous m'interromprez si c'est trop long. Écoutez, je suis loin d'être un psychologue ou psychiatre, mais ce qu'on me dit, c'est que lors d'un épisode aigu, l'individu n'est pas apte à bien comprendre ce qu'on lui explique. Alors, parce que vous vivez une situation aiguë, on vous informe, vous avez une leucémie aiguë, cette personne-là, elle pense à sa leucémie aiguë, puis tout ce qui peut arriver à sa famille, ses enfants, lui, son testament, sa maison. Demain, est-ce que je retourne au travail? 12 millions de questions, ce qui fait que quand vous lui expliquez tout ce qui se passe, c'est pas clair. Par contre, je vous dirais que quand on prend le temps, les gens ont absorbé la situation et viennent, par exemple, dans une situation pour avoir un traitement particulier. Je prends, par exemple, une greffe de moelle ou un traitement intensif, où là, on va expliquer quelles sont les différentes étapes. Je pense que les gens comprennent la majorité des éléments. Encore là, c'est encore mieux si les gens viennent avec un autre membre, un membre de la famille, un ami qui va aider à bien en comprendre le tout.
Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, il y a une infirmière pivot, il y a une équipe de support, il y a un psychologue, il y a d'autres personnes. Et nous, par exemple, l'infirmière pivot va réexpliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, la deuxième fois, bien, on a plus de chances de comprendre, parce que c'est comme quand on va à un cours. Hein. Le premier cours, c'est difficile, c'est une matière nouvelle. La deuxième fois qu'on leur lit à la maison, bien, c'est plus simple. Alors là, c'est différent.